Place aux experts pour nous expliquer comment fonctionnent ces produits structurés entre performance et complexité. Alors, qu'est-ce qu'un produit structuré? Comment ça fonctionne? Quel rendement on peut en attendre et dans quelles conditions? C'est les questions qu'on va poser à nos experts. On est ravis d'accueillir Cédric Formand. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes président fondateur d'Equinance. Bienvenue à vous. Merci À vos beaucoup. côtés, Aude Pluvalard. Bonjour Aude. Bonjour, Vous êtes associé et fondateur chez Aramis Finance. Bienvenue. merci. Et enfin, Alexandre Mo. Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Case Wealth Management, également CFA. Donc c'est vous l'expert. Voilà, s'il y a des Grecs à vous poser des questions un peu difficiles sur la technique de ces produits, c'est vers vous qu'on va se tourner. Alors justement, tiens, on va commencer très simplement. Un produit structuré en une phrase simple, c'est quoi, Alexandre? Un produit structuré, c'est une typologie d'investissement qui va combiner une base obligataire avec des options et qui va nous permettre d'avoir un rendement qu'on connaît à l'avance en fonction d'une évolution de marché. D'accord. Pourquoi on dit qu'il est structuré? Parce qu'on va pouvoir justement créer différentes combinaisons entre ces différentes options, ces différentes bases obligataires. On va pouvoir choisir un certain nombre de choses différentes. L'actif sous-jacent, l'indice, je pense qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et ça nous permettra d'avoir finalement un scénario de marché et un rendement prévisionnel. À chaque fois, ça veut dire qu'il y a des mathématiques en sous-jacent. Vous avez parlé d'options. Voilà, c'est quand même un petit peu complexe. Ça peut être complexe, mais globalement, un produit structuré, c'est vraiment très simple, comme je disais tout à l'heure. C'est une base obligataire, c'est des options, et ça nous permet vraiment de pouvoir avoir une vision assez précise de ce qu'on fait. Aude, je me tourne vers vous pour justement savoir comment vous le distribuez, comment vous l'expliquez à vos clients. Déjà, à qui on en propose ces produits structurés aujourd'hui? Alors on va les proposer à différentes typologies de clients, des clients qui d'une certaine façon veulent soit un rendement qui est prédéfini, prédéterminé, donc on va avoir finalement une appréciation du couple rendement-risque bien définie. Oui. Donc ça peut être adressé à des clients qui vont être extrêmement prudents, ou dans d'autres structurations, des clients qui ont un profil bien plus dynamique. Ouais, c'est ça qui est un peu déroutant. On a l'impression que voilà, il y a autant de produits structurés, il y en a pour tous les goûts finalement, aussi bien pour les gens très très prudents avec des capitales garanties qu'avec ceux qui veulent prendre beaucoup de risques. Cédric? C'est exactement ça, c'est vraiment un outil passe-partout qui nous permet à la fois de répondre à des problématiques assez défensives pour aller compléter des allocations sur par exemple la partie fonds euros, mais aussi de pouvoir aller chercher des prix et des rendements beaucoup plus importants et beaucoup plus intéressants. Oui. C'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil où l'investisseur connaît les conditions à l'avance. Il connaît le rendement, il connaît le risque, il connaît, il a les tenants aboutissants de comment le produit va se dérouler. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est un produit qu'on peut vraiment proposer à tout type d'investisseur. Oui, avec un scénario, c'est ça, déterminé à l'avance, qui permet finalement, on voit dans la période assez agitée qu'on vient de connaître, hein, les 100 jours de M. Trump, voilà, qui ont secoué la planète finance, finalement peut-être de moins s'inquiéter parce qu'on a cette échéance à terme. Aude? Ça nous permet effectivement de maîtriser finalement la chronologie des opérations avec éventuellement des revenus qui vont être distribués en cours de vie du produit ou non, une garantie qui va être fixée à terme et donc une planification des rendements des portefeuilles sur cette catégorie d'actifs. D'accord. Quels sont les types de sous-jacents possibles, Alexandre? Actions, indices, taux, des fonds, autres? Vous avez déjà donné pas mal d'idées. On peut retrouver effectivement sur quelque chose de très simple une action en particulier, même si ce n'est pas forcément celles qui sont les plus utilisées. On peut retrouver des paniers d'actions, on peut retrouver 2 ou 3, on peut combiner les actions entre elles, on peut retrouver des indices qui peuvent être là des choses qui sont beaucoup plus larges en termes d'univers. Et puis c'est vrai qu'on trouve beaucoup aujourd'hui des logiques avec des sous-jacents de taux. Donc des évolutions, donc l'actif sous-jacent, c'est l'évolution d'un taux en particulier ou d'une courbe de taux qui vont permettre de pouvoir avoir, encore une fois, différents scénarios. D'accord. Sur les taux, par exemple, là, on est en pleine baisse des taux, en tout cas du côté des banques centrales, en tout cas de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'on peut créer un produit ou demander, peut-être un client qui vient vous voir en disant, voilà, j'ai ce scénario et on peut créer un produit ad hoc? Bien sûr, on peut créer des produits ad hoc pour typiquement échanger du taux variable sur du taux fixe et aller chercher en réalité un rendement sur le delta entre les deux taux et donc ainsi générer une performance régulière.
Combien on en met en proportion, voilà, les structurés? Alors j'imagine que c'est variable aussi, mais qu'est-ce que vous recommandez, qu'est-ce que vous faites au sein de vos cabinets? Nous, chez Equinance, on est autour du 15-20% du portefeuille. On l'utilise, on en a plusieurs bien sûr à l'intérieur, on a 3 ou 4 produits structurés à l'intérieur de ces 15%. Encore une fois, on peut faire une allocation complète avec ces produits structurés. Donc on a des produits défensifs, des produits qui vont chercher un petit peu plus de rendement. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est autour de 15-20% parce qu'il y a cette problématique de liquidité aussi. Alors le produit structuré est liquide, mais la VL du produit peut varier pendant la durée du produit. Donc c'est pour ça qu'on privilégie un maximum 20% de produits structurés. D'accord. Chez Aramis Finance, nous procédons de la même façon. Effectivement, pour la même prudence qui s'impose, on sait très bien que les produits sont garantis à terme et qu'on a une liquidité qui va être quasi quotidienne. Pour autant, la valeur liquidative du produit peut être dégradée en cours de vie du produit et donc de vendre ces produits en cours de vie peuvent dégrader la performance et donc la sortie. Quelqu'un qui voudrait, voilà, absolument, qui a besoin de cash par exemple, ou qui panique, ça peut arriver. C'est jamais le bon moment évidemment pour vendre, mais c'est possible d'en sortir ou on est bloqué entre guillemets? Non, on n'est absolument pas bloqué. On a effectivement la possibilité d'en sortir. Le frein à la sortie sera la valorisation qui peut, dans certains cas, majoritairement être en cours de vie du produit dégradé. Donc engendrer une perte à ce moment-là. Et c'est l'intérêt de travailler en approche matricielle sur l'allocation pour avoir différentes maturités de produits et générer de la liquidité le cas échéant sur le produit le moins dégradé. D'accord, ouais. Possibilité évidemment de perte si on ne respecte pas finalement le contrat entre guillemets. On parle de courbe-en-J également pour ce type de produit, Alexandre Houmeau? Oui, tout à fait. Ouais. Alors c'est pas la même courbe-en-J que sur la partie private equity, mais il y a un temps d'investissement qui fait que tout n'est pas alloué. Comment ça se passe sur les produits structurés? Sur les produits structurés, en fait, ce qui va se passer en début de vie du produit, c'est que la partie rémunération va être prise sur les premiers mois. Donc on a forcément une valorisation qui va être toute chose égale par ailleurs négative en début de vie du produit. Ensuite, c'est l'évolution de l'actif sous-jacent qui va faire qu'on va être plus ou moins à rattraper cette décote-là qu'on a au départ. Et ensuite, comme l'a dit Aude très justement, on peut se retrouver si le sous-jacent lui-même descend. Alors là, on peut avoir une valorisation qui va être à la baisse également, temporairement. D'accord. Quand on entend ces produits, Autocall, Phoenix, Athena, comment on s'y retrouve dans ce bac? Il faut demander à son conseiller en gestion de patrimoine ou est-ce que c'est des scénarios qui sont fixés à l'avance? C'est-à-dire par rapport au côté fixé à l'avance? C'est-à-dire, voilà, dans le maquis, j'ai un peu envie de dire, de ces produits, puisqu'on l'a vu, on a aussi bien des produits sur les actions, les obligations, les taux, etc. Mais aussi, on a des noms qui sont différents. Ça correspond à des scénarios différents? Oui, ça correspond à des mécanismes, des fonctionnements qui sont différents. D'accord. Par exemple, un autocall, c'est un produit structuré qui intègre un mécanisme de remboursement anticipé avant l'échéance, en fonction de l'évolution de l'actif sous-jacent. Donc si on prend le cas d'un indice, si l'indice répond à un scénario qu'on a donné au préalable, finalement le produit ne va pas jusqu'à l'échéance et il est rappelé en anticipé. D'accord. Et en réalité, c'est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, du conseil, de non pas proposer simplement le choix, mais de guider son client dans le choix en fonction des objectifs qui sont recherchés. Ouais. C'est exactement ça, en fonction des scénarios aussi que les clients souhaitent. On a les autocalls Athena qui ne distribuent pas les rendements, et on a les Athena, les autocalls Phoenix qui, eux, distribuent du rendement au fur et à mesure de la vie du produit, à chaque échéance annuelle. Donc, c'est deux mécanismes différents en fonction des besoins des clients, des revenus éventuels que les clients ont à toucher. D'accord, donc le maître mot, finalement, c'est comme d'habitude, bien connaître son client, exactement, à qui on s'adresse, et ensuite la pédagogie pour expliquer ce qu'on fait. Tout à fait. Exactement. Très bien. Est-ce qu'il y a une notion de finance à impact? Est-ce que c'est intégré dans ces produits ou pas du tout? Ou ça peut être sur peut-être des green bonds, on peut s'adosser? Vous en avez déjà fait?
Pas forcément. Il y a des assureurs chez lesquels on ne peut pas référencer tout type de produit. Donc il y a en effet des sous-jacents qui sont, entre guillemets, interdits à réaliser. Mais globalement, non, on peut vraiment faire des produits structurés sur tout type de sous-jacents. Alors, on a parlé des produits. Maintenant, je vais parler des enveloppes pour savoir exactement où on loge finalement ces produits structurés. On les met dans quoi? Un compte titre, un PEA, une assurance vie, un PER? C'est un peu le principe de base, c'est que le produit structuré peut être référencé dans tous les portefeuilles titres. Principe de base, dans certaines hypothèses, on va pouvoir les loger dans les contrats d'assurance vie. Simplement, il faudra être extrêmement vigilant à avoir un lien qui se fait entre l'assureur et le structureur du produit pour s'assurer de l'éligibilité du produit qui est préparé dans l'enveloppe. Le choix typiquement entre le portefeuille titre ou le contrat d'assurance vie pourra être un choix également fiscal en termes de revenus et plus-value sur le produit, mais également de transmission. Donc ça sera des éléments à prendre en compte dans le choix. Concernant le PEA, on est sur la possibilité de référencer certains produits structurés, mais c'est le scénario le moins probable puisque les contraintes sont beaucoup plus importantes. D'accord. Alexandre, justement, sur ces différentes enveloppes, ou plutôt sur la fiscalité, il y a une fiscalité particulière pour ce type de produit? Il n'y a pas de fiscalité particulière pour ce type de produit-là. C'est la fiscalité de l'enveloppe qui s'applique. Donc, compte titre, assurance vie, contrat de capitalisation, c'est un support d'investissement parmi d'autres dans ces univers de placement, dans ces enveloppes fiscales. Très bien, donc en tout cas pour clore cette première partie d'explication, on l'a compris, hein, il y en a vraiment pour tous les goûts, voilà, suivant les différents scénarios, suivant l'appétence au risque, suivant évidemment ses clients. Et une chose est sûre, c'est que outre la diversification, voilà, il faut bien connaître évidemment et bien faire le tour de son client. On va s'intéresser tout de suite dans le débat à justement quels sont les pièges à éviter quand on fait ce genre de produits, les produits structurés. C'est tout de suite.